Troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et l'équipe du vendredi avec Quentin Calmet et bien sûr Saveria, les titres de cette actualité ce matin. Bonjour à tous. Les nouvelles révélations dans l'affaire Benalla. Mediapart publie un enregistrement sonore dans lequel Alexandre Benalla se vante du soutien que lui apporterait le chef de l'État. Les réactions sont nombreuses depuis hier. Les sénateurs s'interrogent pour saisir la justice pour parjure. Les suites du grand débat, nous avons suivi un élu à une réunion publique dans l'Oise. Vous allez le voir, malgré l'implication et les annonces de l'exécutif, la colère des Gilets jaunes n'est pas encore retombée. Et puis la loi anti-casseurs, la gauche parle d'un texte liberticide, la droite crie à la trahison et la majorité affiche un certain malaise. Le Sénat lui prévient. Il reviendra sur les modifications apportées à l'Assemblée nationale pour se rapprocher du texte imaginé par Bruno Retailleau. Mais tout d'abord donc les nouvelles révélations dans l'affaire Benalla. Bonjour Quentin Calmet. La classe politique est ulcérée ce matin. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, effectivement, Saveria, hier, le site Mediapart a révélé une conversation enregistrée entre Vincent Crase et Alexandre Benalla. Vincent Crase, rappelez-vous, c'est l'ancien responsable de la sécurité chez La République En Marche. Et effectivement, le contenu de ces enregistrements audio est explosif, car, vous le disiez, Alexandre Benalla revendique clairement le soutien du chef de l'État. Et il semble prendre toute cette affaire à la légère. Je propose d'écouter un extrait et on en reparle juste après. C'était un film, l'histoire quand même, hein? C'est un cauchemar. Un film d'horreur. C'est une bonne expérience. C'est pas trop métier à 26 ans, il n'y a pas grand monde qui provoque 2 commissions d'enquête parlementaire, qui bloque le fonctionnement du Parlement. Ça le fait rire. Moi, lui, ça le fait marrer. Lui, il est mort de rire. Il est nerveusement, mais ça le fait marrer. Lui, ça ne choque pas plus que ça. On est entouré d'une bande de débiles. Si demain il y a vraiment une crise, comment ça va se passer, quoi? Voilà, des enregistrements en effet clairement embarrassants. Voilà, tout à fait. Il y a le soutien du chef de l'État, c'est une première information. Autre information, Alexandre Benalla était bien impliqué directement dans la signature d'un contrat avec un oligarque russe, contrairement à ce qu'il disait d'ailleurs devant la commission d'enquête du Sénat. Ces enregistrements audio, ils mettent d'autant plus dans l'embarras les deux concernés, les deux protagonistes, que cette conversation a eu lieu le 26 juillet. À cette date, les deux sont mis en examen dans l'affaire des violences de la place de la Contrescarpe. Ils ont donc interdiction de se rencontrer, autant dire que clairement, il y a là visiblement une violation du contrôle judiciaire. Donc des révélations qui remettent une pièce dans la machine infernale de cette affaire Benalla. Des révélations qui ont évidemment suscité, comme à chaque fois, beaucoup de réactions, de nombreuses réactions politiques, je le disais, notamment parmi les sénateurs qui enquêtent justement sur cette affaire Benalla. Oui, tout à fait. Les sénateurs qui n'ont pas manqué de pointer les nouvelles incohérences entre ces enregistrements et les déclarations faites sous serment devant la commission d'enquête du Sénat. Par exemple, sur le contrat russe, sur lequel Alexandre Benalla a été directement questionné le 21 janvier dernier. Et les sénateurs ont pu lire à l'article de Fabrice Arfi juste avant les questions d'actualité au Sénat. Ça a fait monter d'un seul coup la tension comme cela en salle des conférences. Regardez un extrait de l'interview de Tam Tranu avec Jean-Pierre Sueur. C'était hier après-midi. Il est certain que cette affaire est grave. Nul ne peut le contester aujourd'hui. Cette affaire est très grave. Et d'autre part, chacun a pu entendre les auditions publiques. C'est important pour nous de faire des auditions publiques car il doit y avoir une transparence. Voilà, et les sénateurs qui sont en colère, de plus en plus nombreux à vouloir faire un signalement au parquet pour parjure. Ils suspectent des mensonges sous serment. Écoutez François-Noël Buffet. La commission d'enquête parlementaire n'est pas un juge d'instruction, donc elle ne fonctionne que sur des auditions et en fonction de ce qui est dit. Sur lesquels on prête serment. Mais oui, bien sûr, donc il a menti, c'est un parjure permanent. Donc évidemment qu'on ne peut pas avoir confiance et que ça crée le doute, plus que le doute. Sauf que notre mission s'est arrêtée. Donc il en revient maintenant à la justice de saisir la justice et que la justice fasse son travail avec autant de célérité qu'elle l'a fait dans des époques récentes. Voilà, des sénateurs qui ont également commenté ces rebondissements sur Twitter. Voilà, des tweets sur les réseaux sociaux. Les commentaires acerbes ont fleuri avec cet argument. Revoilà l'affaire d'État. Regardez le message du sénateur Les Républicains Alain Houpert. Il explique Benalla, Crase n'avaient pas le droit de se parler. Le patron, entre guillemets, les couvre. Il y a du côté de LREM un sentiment d'impunité sans limite. C'est une affaire d'État, point d'exclamation. Le sénateur de la Côte d'Or qui ne s'arrête pas là et salue dans un
un second tweet le travail des journalistes. Regardez, les révélations de Mediapart sont un démenti cinglant à tous ceux qui accusent tous les médias d'être aux ordres du pouvoir. Bravo au journalisme d'investigation. D'autres pointent clairement, toujours sur les réseaux sociaux, le rôle joué, endossé par Emmanuel Macron. Voilà, selon les sénateurs, c'est de moins en moins l'affaire Benalla, de plus en plus une affaire qui est directement pointe les responsabilités d'Emmanuel Macron. La preuve par les tweets donc, de certains sénateurs socialistes. Regardez celui de Hélène Conway-Mouret, vice-présidente du Sénat. Elle explique « Benalla, le revoilà, quel accusé fait le journal de 20h. Une page dans le Monde sans être soutenu au plus haut niveau. Le sentiment d'impunité fait vraiment prendre tous les risques. » Autre commentaire ciblé que je vous propose de découvrir, c'est celui de Rémi Féraud, le sénateur socialiste de Paris, qui fait une référence explicite aux propos du président de la République l'été dernier, avec cette phrase « qu'ils viennent me chercher ». Donc voilà, on est vraiment dans le mauvais feuilleton policier d'espionnage, un feuilleton qui, pour Emmanuel Macron, doit paraître interminable. Avec un démenti de l'Élysée quand même. Hein. Tout à fait, absolument, on peut signaler. Merci beaucoup, Quentin, merci pour Quentin cet Calmet. éclairage. Merci. Tout de suite, c'est le face-à-face dans un instant, avec l'interview politique. C'est Hervé Marseille. Bonjour, monsieur le sénateur centriste, sénateur des Hauts-de-Seine, qui est notre invité politique ce matin. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour Hervé Marseille. Tout d'abord, bien sûr, cette affaire Benalla. Vous êtes président du groupe centriste et membre de la commission des lois. Vous avez donc, à ce titre, interrogé, auditionné par 2 fois Alexandre Benalla ainsi que Vincent Crase. Est-ce que le Sénat doit saisir la justice pour parjure après ces nouvelles révélations ? Écoutez, d'abord, il faut établir la vérité, puisque là, on nous livre des informations. D'ailleurs, c'est la presse, une seconde fois, qui livre des informations. La justice est saisie, mais tout ça devient pitoyable. Je veux dire, c'est un feuilleton qui n'en finit pas. On voit que M. Benalla était au service du président de la République. On pouvait imaginer qu'il était au service du pays. En fait, il était là pour se servir. On s'aperçoit qu'il a menti. Il a refusé de répondre à la commission lorsqu'il est venu la dernière fois. Et donc, il faut maintenant qu'on évalue les choses au sein de la commission pour savoir s'il faut saisir la justice ou pas. Mais précisément, est-ce que vous allez saisir la justice ? Est-ce que vous allez faire un signalement au parquet ? C'est ce que l'Élysée a déjà fait dans cette affaire, un signalement au parquet. On a vu par exemple que sur l'affaire des passeports, il n'y a pas eu de suite. D'ailleurs, il s'en est prévalu en disant il y a eu un article 40, j'ai toujours mes passeports, je passe comme je veux les frontières, la justice ne m'a pas condamné. Qu'est-ce qui se cache selon vous derrière toute cette affaire Alexandre Benalla ? Écoutez, j'en sais strictement rien. C'est la dérive de quelqu'un qui... Est-ce que c'est une dérive personnelle ? Est-ce que c'est une affaire d'État ? Est-ce que c'est clairement des dysfonctionnements au plus haut niveau de l'État ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire ? Écoutez, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas juge tout court. Non, mais ça fait 6 mois que vous auditionnez les principaux acteurs de cette affaire. Écoutez, je pense d'abord qu'en France, il y a d'autres sujets de préoccupation que M. Benalla. Je veux dire, on voit qu'il y a une fracture sociale, il y a des gens qui discutent tous les jours pour voir comment on peut améliorer leur situation, leur pouvoir d'achat. On a une situation européenne terrible, au plan mondial c'est identique. Et on est obligé de se pencher sur le cas de M. Benalla qui j'allais dire, est tout fier d'avoir été à l'origine de 2 commissions parlementaires, qui se sent dans l'impunité, qui se prévaut du soutien du président. Écoutez, tout ça est vraiment très dommageable pour l'image de notre pays. Mais ça révèle néanmoins des dysfonctionnements graves au plus haut sommet de l'État. Bien sûr. C'est d'ailleurs le rôle de la commission sénatoriale qui a mis en valeur, j'allais dire, son travail. Et heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. J'observe que l'Assemblée nationale, elle, a renoncé à avoir une commission. Votre rapport sera publié dans combien de temps ? Il est en cours de rédaction. Je pense qu'il va s'enrichir des derniers événements et peut-être le président Bas va-t-il vouloir procéder à quelques auditions. Parce que je rappelle que la commission, normalement, a terminé ses travaux officiellement le 23. Donc, à titre personnel, en revanche, le président... Ce n'est plus une commission d'enquête. C'est plus une commission d'enquête, mais il peut toujours écrire, demander des informations, il peut toujours avoir des auditions. S'il y a de nouvelles auditions, il n'y aura plus de prestation de serment. Absolument, mais il peut toujours...
questionner. Vous restez avec nous, Hervé Masseille, centriste sénateur des Hauts-de-Seine. Dans l'actualité, l'examen de la loi Pacte au Sénat, Saveria. Et je vous propose d'écouter le ministre de l'économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui appelle les Républicains, la droite, à retrouver leur cohérence idéologique sur les privatisations prévues dans cette loi, justement. Sur les privatisations, comment jugez-vous l'opposition de la droite? Est-elle contradictoire avec les valeurs de votre ancienne famille politique pour vous? Nous verrons quelle sera l'issue des discussions. Ce que je veux dire simplement, c'est que je me souviens d'un ancien candidat à la primaire de la droite qui avait gagné ses primaires, qui disait qu'il voulait engager des privatisations, qu'il fallait que l'État cède ses participations dans un certain nombre d'entreprises pour investir. C'est exactement ce que nous voulons faire. Et j'espère que les Républicains sauront retrouver ce qui est leur cohérence idéologique pour améliorer nos propositions sur cession d'actifs. Moi, je suis tout à fait prêt. Et Jean-François Husson, le rapporteur, a fait des propositions très intéressantes dans ce sens-là, à renforcer les garanties sur les privatisations. Nous voulons des privatisations qui soient sûres pour nos compatriotes, qui leur donnent des garanties sur les tarifs, sur les redevances. Et puis je rappelle que rien ne changera, notamment pour ADP, sur... Hervé Marseille, est-ce que la droite et les centristes manquent de cohérence sur ces privatisations qui sont prévues dans ce projet de loi Pacte ? Écoutez, chacun prend ses responsabilités. En ce qui concerne notre groupe, beaucoup demeurent sur la ligne qui consiste à accepter l'ouverture du capital, mais à l'encadrer. Donc vous êtes favorable, on est favorable à ces privatisations? Vous êtes sur la ligne du ministre? On est globalement sur la ligne du ministre. Parce qu'il y a déjà beaucoup de privés dans ADP. Les gouvernements successifs, depuis Jacques Chirac, Hollande, Sarkozy, ont ouvert. C'est une société anonyme maintenant. Mais vous comprenez les inquiétudes de la droite sénatoriale sur ces privatisations, sur le mauvais exemple que sont les privatisations, qu'ont été les privatisations des autoroutes ou qu'est celle de Toulouse-Blagnac aujourd'hui? C'est vrai, certains exemples justement sont négatifs et il faut en tirer toutes les conséquences. C'est ce qui a été fait. Il y a des endroits où ça marche bien. À Lyon, ça marche plutôt pas mal. À Nice, ça marche plutôt pas mal. Donc, il n'y a pas de raison non plus de s'interdire d'ouvrir le capital. Puis, il faut trouver de l'argent. L'État n'en a pas. Plus généralement, quelle est la position de votre groupe sur cette loi Pacte? Est-ce qu'elle va améliorer la croissance et la transformation des entreprises? J'espère que ça sera positif. C'est un peu fourre-tout. C'est une loi. On perçoit pas bien le sens de cette loi parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. On essaie de trouver la meilleure cohérence possible. C'est pas toujours évident. La Française des Jeux, les aéroports, les chambres des métiers, les chambres de commerce. C'est un peu l'auberge de Corrèze et d'Abyssinie réunis. Espérons que ça sera utile, mais on peut être réservé sur les résultats. Alors une autre loi importante est discutée en ce moment au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est la loi anti-casseurs. La gauche parle d'un texte liberticide, la droite crie à la trahison, et la majorité affiche, il est vrai, un certain malaise. Le Sénat lui prévient. Il reviendra sur les modifications apportées, votées par l'Assemblée nationale pour se rapprocher du texte imaginé par Bruno Retailleau. C'est un sujet de Marie Brémaud. Le patron des sénateurs Les Républicains n'assume plus la paternité de la loi dite anti-casseurs. Moi, j'ai pas du tout envie qu'une loi porte mon nom si elle est inutile. On fait des lois pour être utiles aux Français. Et moi, je veux préserver la liberté de manifester pacifiquement. Voilà, c'est tout. Bruno Retailleau ne reconnaît plus sa proposition de loi. Il accuse en effet les députés de dénaturer l'esprit du texte, en ayant notamment supprimé les périmètres de sécurité pendant les manifestations. Lors de l'examen du texte, les députés ont adopté la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions de manifester, mais aussi la fouille des bagages et des voitures autour des manifestations, ainsi que l'interdiction des cagoules et foulards. Les débats ont été houleux dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Plusieurs voix, surtout à gauche, mais pas que, ont dénoncé des mesures liberticides. C'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Le texte reviendra au Sénat le 12 mars et Bruno Retailleau compte bien rétablir dans la loi certaines des mesures supprimées. Je vous vois réagir au propos de Charles de Courson quand il évoque le régime de Vichy.
Oui, maintenant qu'il siège avec les autonomistes corses, il a évolué. Je l'ai connu un peu moins frileux sur ce genre de texte. Mais au-delà de cette déclaration, je pense que Bruno Retailleau avait un texte qui avait sa pertinence, son utilité. On l'avait voté ici au Sénat. Je pense que l'exécutif a voulu faire un clin d'œil à l'électorat de droite dans cette période mouvementée. Mais il l'a complètement dénaturé. Oui, c'est ça. Quelle est votre religion sur ce texte? Les députés ont dénaturé cette loi? Oui, le Sénat va complètement revenir dessus? Je pense. On va essayer de voir ce qu'on peut faire ici au Sénat. Très bien. Et bien, tout de suite, on passe à un reportage sur les suites du grand débat national, Saveria. Nous avons suivi un élu dans une réunion publique dans l'Oise. Vous allez le voir, malgré l'implication et les annonces de l'exécutif, la colère des Gilets jaunes n'est pas retombée. C'est un reportage de Jonathan Dupriez. Comme un village d'irréductibles, à l'entrée de Senlis. Ce rond-point, les Gilets jaunes de l'Oise l'occupent depuis la mi-novembre. Ici, une dizaine de chômeurs, artisans ou employés se côtoient chaque jour. La mobilisation ne faiblit pas. On est pacifiste, il y a des actions qui se font à droite à gauche, mais oui, on résiste. Vite, 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 on traverse vite. Ce jour-là, le sénateur de l'Oise, Jérôme Bacher, se rend sur place. C'est la deuxième fois qu'il rencontre ces gilets jaunes depuis le début de la crise. C'est courageux là, parce qu'avec la neige ce matin, je suis passé, j'ai vu que vous étiez là, ce matin j'ai dit vous êtes courageux. Sur le rond-point, le pouvoir d'achat monopolise les débats. L'élu est rapidement interrogé sur le prix d'une denrée de la vie quotidienne. Vous êtes en train de dire le pot de Nutella, il prend 10%. Et combien il vaut? Le pot de Nutella, 3,50 aujourd'hui. Les discussions se poursuivent sur tous les sujets. Emmanuel Macron, les violences policières ou encore le référendum d'initiative citoyenne. Après 1 heure d'échange, Jérôme Bacher livre ses impressions à chaud. Ceux qui sont là sur le rond-point, c'est clairement la France qu'on n'entend pas d'habitude, celle qu'on ne voit pas d'habitude. Ni dans les bureaux de vote, ni à faire leurs courses, ni évidemment dans une réunion politique. Donc c'est des gens qui veulent être entendus. Pour être entendus, les habitants de Senlis et des alentours ont été invités à participer à la première réunion publique dans le cadre du grand débat. 4 ateliers au programme sur les grands thèmes proposés par le président. Ici, l'atelier fiscalité et dépenses publiques. Notre pays est en rade. On est toujours en perte de vitesse dans nos finances. Dans une autre salle, la maire de Senlis modère le débat sur l'organisation de l'État. Souvent, soit on parle des bouts de trottoir et des problèmes de la vitesse dans les rues, soit on parle d'un projet particulier, mais on ne se réunit pas pour parler de la démocratie en fait. Une 60aine de personnes a participé à cette première réunion. La mairie de Senlis a prévu d'en organiser 2 autres du même type. Le gouvernement annonce 500 000 contributions à ce grand débat. C'est visiblement un grand succès. Non, mais le débat marche bien, tant mieux d'ailleurs, parce qu'après les événements de la fin de l'année 2018, le président de la République a lancé ce grand débat. Les gens parlent. Le problème, c'est ça finit comment? Parce qu'une fois qu'on aura établi la sommation de toutes les préoccupations des Français, sur la défense des abeilles, l'introduction de l'ours dans les Pyrénées ou le pouvoir d'achat, on fait quoi de tout ça? Justement, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous demandez une traduction législative, un référendum sur tous les sujets, tous les thèmes abordés par les Français dans ce grand débat? Déjà, premièrement, nous, au Sénat, avec l'ensemble des groupes, on a décidé de ne pas faire de débat. Parce qu'il n'appartenait pas aux parlementaires de confisquer ce débat et de faire un débat dans le débat. Donc le rôle du Parlement, ça va être d'examiner les propositions de l'exécutif. Donc le moment venu, c'est-à-dire après le 15 mars, l'exécutif va nous dire voilà ce que nous retirons du débat. Et c'est là où est le moment dangereux, parce que c'est là où il va y avoir beaucoup de frustration. Hervé Marseille, j'aimerais vous entendre sur un dernier sujet, un possible assouplissement de la loi sur le non-cumul des mandats. C'est une petite musique qu'on entend depuis quelques jours. Plusieurs membres du gouvernement, y compris Emmanuel Macron lui-même, l'ont évoqué. Est-ce qu'il faut revenir sur est-ce que vous êtes favorable à un retour sur la règle du non-cumul des mandats votée sous François Hollande ? Vous savez comme moi que le Sénat a toujours été réfractaire à cette disposition, pensant même que les sénateurs devaient avoir peut-être un statut particulier dans cette affaire. Parce que nous représentons les collectivités territoriales et on ne peut pas maintenant, du fait de cette loi, être à la tête d'un exécutif, fût-il mineur, une petite commune de 500 habitants. Or, à l'évidence,
on voit bien la difficulté de représenter les territoires, de capter les préoccupations des Français si on n'a pas d'activité. Mais précisément, très rapidement, Marc Fesneau, le gouvernement, Oui. le ministre des Relations avec le Parlement, parle d'un seuil, parle de réintroduire, de réfléchir à cette règle pour les toutes petites villes, les petites villes. Quel serait le seuil, le nombre d'habitants pour vous? Oui, à la réintroduction. Le seuil, ça peut être, allez, on va dire, dans les 3 000 à 5 000 habitants, ça se discute. Mais il faut réintroduire cette disposition. Hervé Marseille, justement, les investitures pour les municipales, quand est-ce que ça va se déterminer, hein? Vous êtes président de la Fédération UDI des Hauts-de-Seine. Vous croyez que les maires, ils attendent et ils se préoccupent, ceux qui veulent se représenter, ils sont déjà en train d'organiser les choses. Et chacun, dans l'état où sont les partis politiques aujourd'hui, chacun, sur son territoire, prépare son élection avec les gens. Mais vous avez fixé un deadline, vous savez, fin d'année, vous savez quand est-ce que vous allez procéder à ces investitures ou pas? Les élections, a priori, sont toujours au mois de mars 2020. Donc, fin 2019, je pense que beaucoup d'équipes seront constituées. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse faire des investitures. On va accompagner, mais les gens vont s'organiser tout seuls comme des grands territorialement. Parce qu'on voit bien qu'ils n'écoutent plus ce qui se passe dans les partis. C'est le projet local qui intéresse les gens. C'est le projet local. Merci beaucoup Merci, Hervé Marseille, merci. sénateur centriste des Hauts-de-Seine. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat la semaine prochaine. La semaine prochaine, il faudra suivre mardi dès 14h30 la suite de l'examen de la loi PAC, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. 14h30 donc en séance. Le même jour, mardi à 16h45, nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Et puis mercredi à 16h, autre temps fort la semaine prochaine, l'audition de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, audition devant la Commission du développement durable sur le Grand Paris et le projet de loi d'orientation des mobilités. Merci beaucoup. On passe à la revue de presse dans un instant. À tout de suite. Merci. Voilà, on passe à la revue de presse. On commence avec le grand débat, un article à la une de Ouest France, de la version numérique de Ouest France, qui est fort bien faite d'ailleurs. Agriculteurs et éleveurs en plein doute, 80 km/h, petits commerces qui ferment, déserts médicaux. Édouard Philippe a participé hier à une réunion du grand débat dans un village rural de l'Allier. Après 2 premiers exercices en banlieue parisienne, il a notamment défendu la réforme des 80 km/h. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur le réseau en France, même s'il reconnaît bien sûr l'impopularité de la mesure. À la une de la Provence, ce sont ces produits stars qui flambent, on le sait bien, on le voit bien quand on fait son marché. Je vous en parlais hier. À partir d'aujourd'hui, les prix de 800 produits du quotidien vont augmenter. La loi alimentation entre en vigueur. Conséquence directe. Les enseignes n'ont plus le droit de vendre à prix coûtant. Le seuil de revente à perdre est relevé de 10% avec une augmentation moyenne de 4 à 5% des prix. Le but est de mieux rémunérer les producteurs et les agriculteurs à l'heure où la question du pouvoir d'achat est très sensible. Cette hausse effraie les enseignes et même le gouvernement. Ce que je demande aux grandes surfaces, c'est de trouver un moyen de répartir les marges différemment, explique le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Voilà, autre augmentation, les péages à la une de Nice ce matin avec de toutes petites concessions de la part de ces opérateurs de péage. C'est l'autre augmentation du jour. Les péages, il va coûter plus cher de rouler sur le réseau autoroutier ce vendredi comme chaque année le 1er février. Les tarifs des péages augmentent, une hausse toujours très sensible, encore plus cette année en pleine crise des Gilets jaunes et alors que les sociétés d'autoroutes sont accusées de faire de très gros bénéfices, l'État les a tout de même poussés à faire une petite concession. Les conducteurs qui font régulièrement le même trajet vont pouvoir bénéficier de 30% de réduction à partir de 10 allers-retours par mois. À Nice, les habitués du contournement ne devraient pas être touchés. Nice Matin, dirigé par Denis Caro. Et puis on termine avec la Charente libre, un des journaux du groupe Sud-Ouest. Et c'est le blues chez les jeunes ruraux. Ils ont entre 16 et 25 ans. Ils habitent à Montembeuf ou à Chalais. Statistiquement, ils ont moitié moins de chances de faire de longues études, moins d'accès au transport, au sport, à la culture, à l'information que les jeunes de Bordeaux, de Paris ou encore d'Angoulême. Les jeunes ruraux représentent 60% de la jeunesse française. Un livre décrit leur quotidien. Il les qualifie d'invisibles. C'est ce que ressent Martin, 24 ans. Il vit à Luchac. C'est un village non loin de Jarnac. Là-bas, tu peux crier autant que tu veux. Personne ne t'entendra. Parole
paroles de jeunes ruraux charentais qui voudraient bien qu'on les entende, c'est-à-dire ce matin dans Charente Libre. Merci beaucoup Saveria, bon week-end à vous. On vous retrouve lundi et nous tout de suite on va regarder ce qui se passe du côté du temps. La météo pour aujourd'hui ce week-end, le temps qu'il fait en France mais aussi dans les territoires français d'outre-mer. Ensuite juste derrière le Zap matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos et je vous retrouve après, à tout de suite. Très bon week-end, très bonne journée. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Le patron hier soir il m'envoie un message, il me dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. On se demande de qui il parle lorsqu'il dit les bouffer, c'est qui? Ce sont les juges, ce sont les parlementaires, ce sont peut-être les journalistes, le pré... Il m'a redit encore, et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, les justiciables font son travail. Quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc., il est comme un fou. Ce qu'on lit sur le SMS est assez troublant quand même. On voit très bien qu'il est protégé et c'est pour ça qu'il fanfaronnait partout. On a confirmation de toutes les invraisemblances qui nous ont été servies depuis le début sur tous les aspects du dossier. On n'a pas le droit de mentir à une commission d'enquête parlementaire. Donc nous allons tout mettre à plat, tout regarder. S'il s'avérait qu'il y a eu un mensonge, eh bien les conséquences peuvent en être tirées par le Parlement, puisque nous pourrons, nous en tant que rapporteurs, proposer de saisir la justice. Ces petites phrases d'Emmanuel Macron qui a reçu un certain nombre de journalistes aujourd'hui dans le palais de l'Élysée. Il assure avoir beaucoup appris de ses 20 mois de présidence. Il estime avoir été scarifié. Il faut bien le reconnaître que les institutions sont puissantes, mais elles ne sont pas toutes puissantes, que la démocratie représentative, c'est la clé de notre vie politique et qu'il n'est pas question de supprimer ou de tirer au sort des parlementaires ou je ne sais trop. Les élections, ce sont les élections. Mais il faut peut-être infléchir au niveau institution. Voilà. C'est un texte qui enflamme l'Assemblée nationale. C'est une pure folie que de voter ce texte. Une pure folie. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui. Concrètement, jusqu'à présent, seul un juge et une condamnation judiciaire pouvaient interdire individuellement le droit de manifester. Avec le nouveau texte, le préfet pourra lui aussi le faire par décision administrative. Je suis dans une famille qui a vécu cela. Mon père a été proscrit. Il a été poursuivi par la police de Vichy. Vous voyez ? Donc il faut réfléchir un peu. Qu'en serait-il demain si des pouvoirs populistes, des pouvoirs plus sensibles aux thèses illibérales qui ont le vent en poupe en Europe, arrivaient au pouvoir? Il y a des moments où il faut taper, et taper fort pour réveiller les consciences. Voilà le Zap matin. Samedi matin, demain matin, 7h30, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve. Et puis dimanche matin, je vous retrouve aussi pour les meilleures interviews politiques de la semaine de Territoire d'Info. Voilà, avec Alexandra Thiali et Mickaël Zamès et l'équipe de la matinale. On vous souhaite un bon week-end. On se retrouve évidemment lundi aussi. Au revoir. Merci.